Bună ziua tuturor. Je vais continuer à parler en français, même si en réalité je connais un petit peu la langue roumaine. Je m'appelle Stéphane Sioan, je suis journaliste, reporter. Je travaille comme journaliste spécialisé sur l'Europe de l'Est depuis une vingtaine d'années et j'ai commencé ma carrière à Bucarest en 2003. Et aujourd'hui, je vous présente mon premier livre sur l'Ukraine qui s'appelle Volodymyr Zelensky dans la tête d'un héros. L'Ukraine, pourquoi? C'est un pays sur lequel je travaille depuis l'année 2009. J'y habite depuis l'hiver 2013-2014, l'hiver de la révolution de Maïdan. Je me suis installé en Ukraine comme correspondant à cette période, d'abord pour le journal Le Figaro, et depuis je suis devenu correspondant sur Kiev, l'Ukraine et la zone post-soviétique pour le quotidien Libération, ainsi que les ondes de Radio France Internationale. Alors, c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur, vu les événements qui se déroulent en Ukraine depuis le 24 février dernier. C'est ce livre sur Zelensky qui est à la fois une biographie et un essai sur l'Ukraine contemporaine. J'en avais déjà eu l'idée plusieurs mois avant le début de la guerre, de l'invasion de la Russie en Ukraine, pour avoir suivi de très près la campagne électorale du président Volodymyr Zelensky en 2019. La vie politique ukrainienne est passionnante. C'est un grand pays démocratique. C'est une image qu'on ne colle pas forcément à l'Ukraine, mais c'est un pays qui est chaotique, qui est jeune, qui n'a pas encore des institutions très très stables, mais qui se caractérise par une très très forte compétition politique qui n'a rien à envier aux pays européens. Et dans ce contexte, à la fin de l'année 2018, au début 2019, a émergé un drôle de personnage, c'est le cas de le dire, Volodymyr Zelensky, un jeune homme, il avait 40 ans, né en 1978, acteur, humoriste de profession, présentateur de télévision, un showman. Et cet homme a réalisé un véritable hold-up sur la scène politique de son pays, en devenant président après une élection qui s'est déroulée à tambour battant, où il a remporté le deuxième tour avec 73% des voix, ce qui est un score qu'on connaît pas très bien dans les démocraties occidentales, mais qui montre véritablement qu'il s'est passé quelque chose, un moment très important en Ukraine à ce moment-là. Alors depuis 2 ans, j'avais en tête de réaliser un ouvrage, un essai sur le phénomène politique qu'est Volodymyr Zelensky. Je pensais plutôt réaliser ce livre sur la deuxième partie du mandat de Volodymyr Zelensky, donc vers 2022-2023. Et puis les événements se sont accélérés le 24 février dernier. La Russie a envahi l'Ukraine, a assiégé Kiev, et moi j'étais à Kiev à ce moment-là. J'ai couvert cette guerre et je la couvre toujours pour le quotidien Libération. Et à l'époque, peu de gens pensaient que l'Ukraine résisterait. Je pense que dans les chancelleries occidentales, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, beaucoup de gens, de diplomates, pensaient que l'armée ukrainienne s'effondrerait en 2-3 jours et que l'armée russe prendrait Kiev alors qu'elle était véritablement aux portes de la capitale. Ça n'a pas été le cas. Il y a plein de facteurs qui expliquent cela, mais il y a un facteur qui est très important, c'est le facteur Zelensky. Beaucoup de gens, et sans doute vous en Roumanie, vous l'avez vu aussi, ont découvert cette vidéo assez incroyable dans les 3 premiers jours de la guerre, où alors que la propagande russe déclarait que Volodymyr Zelensky avait fui Kiev, était en train de partir d'Ukraine, il est apparu de nuit, accompagné de 4 de ses conseillers principaux. Ça faisait un tout petit peu les mousquetaires et les mousquetaires. Et il est sorti dans la rue à côté de la présidence ukrainienne et il a déclaré « Il y a toutes. Je suis là. Je suis là. Mes collègues sont là. On va pas bouger. On travaille. L'armée ukrainienne résiste. Le peuple résiste. » Et ça a été le signal d'une grande résistance. Et un homme qui était arrivé président un tout petit peu par effraction,
avec un curriculum vitae assez improbable qui avait été moqué, on va dire, par son propre pays, mais également par ses confrères occidentaux et par les opinions européennes, est devenu quasiment du jour au lendemain une icône en faisant un appel qui restera peut-être dans l'histoire quelque chose de l'ampleur de l'appel du général de Gaulle ou de l'appel de Churchill aux Anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale, un véritable appel à la résistance. Et Volodymyr Zelensky, qui était un président, alors un petit peu à l'insu de son plein gré, qui n'était pas prêt pour ce job, a endossé les vêtements de chef d'État ce jour-là, 3 jours après le début de la guerre, lorsqu'il a fait un choix qu'aucun président européen actuellement en exercice n'a eu à faire, qui est le choix de rester ou de partir, mais qui est aussi le choix de la vie ou de la mort. On le sait depuis, il y a beaucoup de renseignements qui ont été levés sur ces événements du début de la guerre. Les forces russes étaient présentes dans les rues de Kiev. Il y avait des combats qui se déroulaient dans les faubourgs et des équipes des forces spéciales russes étaient en train de s'acheminer vers les centres de pouvoir avec pour mission d'arrêter, voire d'abattre Volodymyr Zelensky. Et cet homme qui n'a aucune formation militaire, qui n'a d'ailleurs très très peu de connaissances du métier des armes, a décidé de devenir le chef des forces armées, a décidé de lancer la résistance et il a acquis une aura dans son pays qui est assez inimaginable pour quiconque suit la politique dans d'autres pays. En janvier 2022, la cote de popularité de Volodymyr Zelensky était d'environ 20 à 25% selon les instituts de sondage. Depuis le début de la guerre, la cote de popularité de Volodymyr Zelensky, ou en tout cas le degré d'adhésion des Ukrainiens à sa politique, aussi entre 90 et 95%. Cela ne veut pas dire que du jour au lendemain, tous les Ukrainiens se sont mis à aimer d'amour fou Volodymyr Zelensky, mais dans l'état actuel des choses, tous les Ukrainiens reconnaissent qu'ils doivent se ranger derrière lui pour l'épreuve la plus importante en 30 ans d'indépendance du pays, qui est une grande guerre. Une grande guerre de décolonisation, une grande explication historique, sans doute la plus grande explication historique qui suit la chute de l'Union soviétique. Et cette explication historique, elle est assez simple, malgré toutes les complexités du conflit. D'un côté, on a la Russie, qui a une conception de l'Ukraine qui est simple, qui est que, en gros, les Ukrainiens et les Russes sont un seul peuple et doivent être réunis sous la même entité, et les Ukrainiens qui, de manière collective, au fur et à mesure des 30 dernières années, ont décidé qu'ils avaient un destin individuel et que ce destin était noué avec des valeurs fondamentalement différentes de celles de la Russie. Et ces valeurs, ce sont d'abord la liberté, la dignité, et puis une certaine forme un côté un tout petit peu baroque de faire de la politique, une grande concurrence dans la vie publique. On est sur deux pays qui ont pris des trajectoires différentes. Et alors l'objet de ce livre, c'est de présenter à la fois le personnage de Volodymyr Zelensky, qui a été un petit peu caricaturé ces 3 dernières années, et désormais il est devenu une figure mondiale de la politique. On le voit partout aux informations, à la télévision, mais au final, peut-être peu de gens savent d'où il vient. Mais également, à travers cet essai, moi et mon co-auteur Régis Janté, nous avons souhaité faire une évocation de cette Ukraine contemporaine. Ça fait 10 ans que j'habite dans ce pays et je n'ai jamais vu un pays bouger à une telle vitesse, avec une nouvelle génération qui arrive au pouvoir, avec des changements linguistiques, avec la progression régulière de la langue ukrainienne au détriment de la langue russe, avec l'affirmation de nouvelles valeurs politiques, et puis un projet
un projet pour un État. Désormais, c'est plus de 80% des Ukrainiens qui souhaitent rejoindre l'Union européenne et l'OTAN. Cela ne veut pas dire que l'OTAN et l'Union européenne sont prêts encore à accueillir l'Ukraine, mais il y a un véritable geste politique et ce geste a été incarné de manière très forte par Volodymyr Zelensky. Maintenant, quelques mots sur les circonstances dans lesquelles nous avons réalisé ce livre. Donc, comme moi je vous le disais, ça fait une dizaine d'années que j'habite à Kiev. Je pense pas que j'aurais pu réaliser ce livre tout seul dans les circonstances que nous avons dû affronter au mois de mars et d'avril à Kiev. Je me trouvais moi-même dans la capitale ukrainienne. Je me déplaçais beaucoup sur les lignes de front. J'ai couvert cette guerre comme reporter de guerre et nous avons été contactés par les éditions Robert Laffont qui sont une des principales maisons d'édition françaises et elle a souhaité que nous co-réalisions ce livre avec mon confrère Régis Janté qui est un journaliste reporter correspondant de Radio France Internationale à Tbilissi en Géorgie de très longue date. Alors avec Régis, nous sommes amis, nous nous connaissons depuis une quinzaine d'années sur le monde post-soviétique. C'est quelqu'un qui connaît très bien l'Ukraine, même s'il n'y habite pas, il y vient très régulièrement et c'est notamment un spécialiste des questions économiques, énergétiques et des rapports entre les oligarques et le pouvoir. Et ces connaissances très précises de Régis ont été extrêmement riches pour le livre, parce que la question de l'industrie, des oligarques, la période des années 90, des années 2000 est très importante pour comprendre le background de Volodymyr Zelensky. Donc on s'est mis au travail avec Régis Janté. Ça n'a pas été un travail facile à faire. Régis était à Tbilissi. On était en contact permanent. Moi, la plupart du temps, j'étais en reportage la journée. Mais il se trouve que j'avais accumulé beaucoup de matériel sur Volodymyr Zelensky. C'est un personnage que j'ai rencontré à plusieurs reprises ces 3 dernières années. J'ai pu l'interviewer de manière assez longue avant qu'il devienne président. Et puis, par la suite, je l'ai rencontré à 2 ou 3 reprises lors d'événements publics lorsqu'il était président. Et la dernière grande interview en tête-à-tête que j'ai pu faire avec lui, c'était en août 2021 à l'occasion des 30 ans de l'indépendance ukrainienne. Et par ailleurs, pendant la guerre, lors de certains événements, j'ai pu me rendre à la présidence ukrainienne et à observer quel type de personnage il était devenu, comment il évoluait, comment il interagissait avec des responsables européens qui faisaient le voyage un petit peu périlleux de Kiev. Donc on a mis très peu de temps à écrire ce livre, mais par contre c'est un livre qui condense plusieurs années d'expérience de l'Ukraine contemporaine. C'est pas le livre d'un moment, c'est pas le livre du Zelensky de la guerre, c'est pas forcément le livre du Zelensky en t-shirt kaki et en pantalon militaire que vous voyez aux informations. On en parle, bien entendu, mais on revient également sur la trajectoire étonnante d'un homme, d'un jeune homme. Je dis encore jeune homme, mais il a exactement le même âge que moi. On est né la même année. Pour nous, ce qui est très intéressant, c'est que Volodymyr Zelensky incarne l'évolution de l'Ukraine ces 10 ou 15 dernières années. Pour moi, une des grosses erreurs d'analyse qui a été faite en Europe depuis la révolution orange de 2004 à Kiev, c'est de considérer l'Ukraine comme un pays profondément divisé. Un pays divisé entre l'Ouest plutôt ukrainophone et pro-européen et l'Est russophone et pro-russe. C'est des divisions qui ont été, je dirais, manipulées de façon caricaturale. Alors bien entendu, il y a des différences régionales en Ukraine, mais je dirais quel pays d'Europe n'a pas de différences régionales. Je pense que c'est pas aux Roumains qu'on l'apprendra qu'entre Constanța et Oradea, il y a des différences absolument énormes entre la Bucovine et le sud de la Roumanie. On est sur des dimensions régionales très différentes. Et bien l'Ukraine est un pays également
très divers. Mais ce qu'on observe depuis une quinzaine d'années de manière graduelle, c'est l'éveil d'une nation politique ukrainienne. Lorsque l'Ukraine est devenue indépendante, beaucoup d'Ukrainiens avaient une vision ethnocentrée de l'identité ukrainienne. Pendant 70 ans, ils avaient été départis de toute réflexion intellectuelle sur ces questions sous l'Union soviétique. Et il y a 25-30 ans, se disaient ukrainiens les gens qui étaient ethniquement ukrainiens ou alors qui parlaient ukrainien, ce qui pouvait rejeter de l'extérieur de la nation ukrainienne soit des minorités nationales qui sont présentes sur le territoire ukrainien, et elles sont nombreuses, mais également une grande partie de la population qui parlait russe ou qui était centrée dans les grandes villes industrielles de l'Est du pays et dans lesquelles il y avait une expérience de vie soviétique fortement marquée et également une nostalgie d'une sorte d'âge d'or rêvé de l'Union soviétique. Et il a fallu un processus d'environ 30 ans, soit une ou deux générations, pour que on arrive à voir maintenant l'arrivée à l'âge adulte en Ukraine et également à l'âge des responsabilités de la toute première génération d'Ukrainiens qui n'ont pas été adultes lors de l'Union soviétique. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi dans ce livre, dans l'approche de Volodymyr Zelensky et dans l'approche des Ukrainiens. Si vous vous rendiez en Ukraine il y a 20 ans, tous les adultes que vous rencontriez avaient été adultes dans les années 1980, sous l'Union soviétique. Ils avaient partagé un destin commun et des références culturelles avec la Russie, avec le peuple russe. Volodymyr Zelensky, lui, avait à peu près 13 ans lorsque l'URSS s'est effondrée. Et du coup, il n'a pas eu le temps d'être totalement formaté au niveau sociologique par l'expérience soviétique. Et derrière lui, qui est un jeune quadragénaire, maintenant, on voit toute une génération de gens qui n'ont pas connu l'expérience soviétique, qui ont été éduqués en langue ukrainienne parce que c'est devenu la langue d'État, qui depuis plusieurs années voyagent en Europe parce que désormais, à l'instar de la Roumanie dans les années 2000, les restrictions Schengen ont été levées par l'Union européenne pour les Ukrainiens. Donc désormais, les Ukrainiens ont une connaissance extrêmement forte des systèmes politiques et sociaux dans le reste de l'Europe. Et Volodymyr Zelensky est une sorte de vecteur. Il est en train d'emmener avec lui, à l'âge des responsabilités, toute une génération de gens qui ont 30 ans, qui ont 35 ans et qui sont un nouveau visage de ce pays qui tranche fortement avec ce qu'on peut observer en Russie. Je pense que vous avez tous ces images en tête je les appellerai pas les politbureaux, mais disons que les réunions politiques autour de Vladimir Poutine, où on est sur une génération totalement différente qui a plus de 60 ans, des personnes qui sont nostalgiques de l'URSS et qui considèrent que la chute de l'URSS est la principale catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et donc, à travers le portrait de Volodymyr Zelensky, on a voulu retracer un petit peu sa vie. Il est né à Kryvyi Rih, dans le sud-est de l'Ukraine. C'est une grande ville industrielle, sidérurgique d'environ 600 000 habitants. Une très, très grande ville où il y avait beaucoup de violence, beaucoup de mafia dans les années 1990. Il est né dans un environnement russophone ce que je dirais une petite famille de l'intelligentsia de cette ville de province. Ses parents étaient professeurs d'université, de confession juive. C'est très intéressant à le signaler parce que Volodymyr Zelensky est le premier président juif d'Ukraine, alors qu'on applique souvent à l'Ukraine une vision qui est, à mon avis, erronée. Donc, il y a bien sûr la caricature des néo-nazis qui est appliquée par les Russes, mais il y a également parfois donc cette question de l'antisémitisme qui rôde autour de l'Ukraine. Mais en tout cas, il faut dire que l'Ukraine a élu à 73% un président juif et tout le monde le savait en Ukraine. Volodymyr Zelensky est devenu humoriste, acteur, chanteur de music-hall. C'est quelqu'un qui est monté sur les planches. Il a fait une partie de sa carrière à Moscou, à la télévision, avant de revenir en Ukraine.
Il est devenu le roi des prime time, comme on dit. Il a créé une troupe, d'abord de théâtre et puis ensuite une compagnie de production audiovisuelle qui s'appelle le Kvartal 95. Et cette société est devenue un véritable empire ces dernières années en signant des contrats avec les principales télévisions du pays. Et le Kvartal 95 de Volodymyr Zelensky est devenu ni plus ni moins la principale société de production de contenu audiovisuel dans l'ex-URSS en dehors de la Russie. C'est une compagnie qui, avant la guerre, exportait des produits audiovisuels, des prime time, des émissions d'humour, des séries, des dessins animés dans environ 25 pays, principalement des pays russophones. Ça allait de la Finlande à l'Asie centrale, à Israël. Et Volodymyr Zelensky était, je dirais, la tête de gondole, à la fois l'acteur principal, le présentateur principal, la star de la télévision, le visage que tous les Ukrainiens connaissaient. Et puis, il était également un homme d'affaires très habile, qui a su, à certains moments de sa carrière, passer des accords avec des hommes puissants, et notamment les oligarques. Et sans rentrer dans les détails, c'est une des questions que nous abordons dans ce livre. On a envie d'expliquer avec Régis cette Ukraine des oligarques. C'est toujours un mot qu'on entend quand on parle de l'Ukraine. Et il y a également cette dimension des affaires en Roumanie. Je connais bien pour y avoir vécu l'accaparation des richesses. Mais Volodymyr Zelensky est le produit d'une aventure tout à fait particulière. Avant de devenir président, il a joué le rôle du président dans une série télévisée qui s'appelle Serviteur du peuple. Serviteur du peuple, c'est une série télévisée qui a été lancée en 2015 sur une chaîne de télévision privée, 1+1, qui est une des principales chaînes de télévision privées ukrainiennes, propriété d'un des 3 plus riches oligarques du pays, Igor Kolomoïski. Et dans cette série, qui a connu un carton absolument monumental, il y a un film qui a été adapté et qui est sorti au cinéma et qui a été le plus grand succès en salle de l'histoire du cinéma ukrainien. Volodymyr Zelensky joue le rôle de Vasil Goloborodko, un petit prof d'histoire qui un jour est propulsé comme candidat à la présidence par les élèves de son lycée et qui, à l'insu de son plein gré, est élu président et se lance dans de grandes aventures. Cette série est une véritable fable sociologique contemporaine de l'Ukraine. Et avant 2019, tout le monde a connu Zelensky comme président à la télévision. Et en fait, on explique dans ce livre également comment, à un moment donné, Volodymyr Zelensky, mais également l'oligarque qui a fait sa fortune, ont décidé de se débarrasser du président précédent, Petro Poroshenko, en inversant les rôles et en mettant en miroir la télévision et la réalité, en faisant de Volodymyr Zelensky un candidat à la présidence et en utilisant comme carburant pour sa candidature l'image virtuelle qu'il avait donnée à la télévision et sur Netflix dans le rôle de ce président fictif, Goloborodko. Et j'espère que vous pouvez voir la série en Roumanie. Je sais qu'elle est disponible sur certaines plateformes. On la retrouve également sur YouTube. J'encourage vraiment toutes les personnes à découvrir, alors soit en VO ou alors soit en sous-titré en anglais cette série, parce que pour moi, ce qui s'est passé ces 3-4 dernières années en Ukraine, c'est une sorte de vision clairvoyante de ce que deviendra peut-être la politique partout en Europe dans les années à venir. Souvent, on pense que l'Ukraine est un pays avec des mœurs politiques arriérées. C'est un des pays les plus pauvres d'Europe, avec la République de Moldavie. Ils se partagent souvent la dernière place. Mais pour moi, l'Ukraine fait preuve d'une modernité politique absolue. C'est un pays qui est extrêmement libre, qui a des institutions qui ne sont pas très très stables, qui n'a pas des lois politiques
forgées et marquées dans le marbre depuis des décennies, comme des démocraties plus anciennes, comme l'Allemagne, la France, l'Italie ou la Grande-Bretagne. Et du coup, on peut un petit peu tout se permettre en Ukraine. C'est une vie politique un tout petit peu folle. Et Volodymyr Zelensky et les spin doctors, les conseillers de communication qui sont autour de lui, ont utilisé ce terrain de liberté pour faire preuve d'une très grande créativité politique pour le meilleur et pour le pire. Vous allez le découvrir dans ce livre. Nous ne nous livrons pas à une hagiographie de Volodymyr Zelensky. Nous sommes également relativement critiques sur le personnage et sur sa pratique du pouvoir. Mais ce qui est clair, c'est que Volodymyr Zelensky a totalement cassé les règles de la démocratie en y introduisant la puissance des réseaux sociaux, la puissance de YouTube, la puissance d'Instagram. Il faut s'imaginer que Volodymyr Zelensky, au moment de la campagne électorale de 2019, avait largement plus de followers que tous les chefs d'État européens. Je crois qu'à l'époque, le seul chef d'État au monde qui avait plus de followers sur Instagram que lui, c'était Donald Trump. Et Volodymyr Zelensky a utilisé tous ces éléments, la télévision, les réseaux sociaux, une pratique politique totalement désidéologisée pour faire un tout petit peu de chimie et projeter une sorte d'hologramme d'un président idéal. Volodymyr Zelensky est un candidat qui n'a jamais fait campagne, il n'a pas fait de meeting, il donnait quasiment pas d'interview à la presse. Lorsqu'on lui posait des questions sur son programme politique, c'est bien simple, il n'en avait pas. Et c'est très difficile de savoir pourquoi il a été élu, mais il a été élu. Et en fait, on veut, avec ce livre, analyser une nouvelle tendance de la politique européenne et de la politique mondiale qu'on retrouve un tout petit peu partout. Je me souviens que la première fois que j'ai rencontré Volodymyr Zelensky, je lui avais posé la question de savoir quels étaient ses modèles politiques. Et il m'avait répondu de manière assez étrange en me donnant deux noms. D'une part, Bolsonaro, le chef d'État brésilien, et d'autre part, Emmanuel Macron. Alors, Volodymyr Zelensky, c'est quelqu'un qui prend comme modèle un populiste d'extrême droite au Brésil et également un politicien centriste libéral en France. Et je crois que Volodymyr Zelensky est totalement au cœur d'une nouvelle façon de faire de la politique où, à un moment donné, l'apparence et le contenant prend plus d'importance que le contenu et les idées. Volodymyr Zelensky est quelqu'un qui est plutôt libéral, je dirais. Je le classerai pas sur l'échelle de gauche à droite parce que je dirais que cette classification, ce spectre politique n'est pas forcément opérant en Ukraine pour des raisons historiques qui sont liées à 70 ans de domination soviétique. Mais on est sur quelqu'un de plutôt moderniste, libéral, mais également fortement populiste et quelqu'un qui a beaucoup de mal à formuler des idées. C'est quelqu'un qui a une conception totalement managériale du pouvoir. À court terme, il est là pour résoudre des problèmes en mettant des bons managers au bon endroit, au bon moment pour résoudre des problèmes, mais il est très difficile de lui trouver une vision politique. Et pour finir, en fait, tout ça a beaucoup changé ces 7 derniers mois, depuis le 24 février dernier. Moi-même, en tant que journaliste et chroniqueur de la vie politique ukrainienne pour Libération et pour Radio France Internationale, j'ai été critique à de nombreuses reprises sur la pratique du pouvoir de Volodymyr Zelensky. J'avais beaucoup de mal à appréhender dans quelle direction ça allait. J'ai toujours eu l'impression d'avoir un pilote dans un avion sans moteur et en me demandant quand est-ce que ça va se crasher. Et je crois qu'en fait, Volodymyr Zelensky a passé un crash test politique et personnel le 24 février dernier. Selon toutes les informations qu'on avait le 23 février au soir, il ne croyait pas à l'hypothèse de la guerre. On a des images d'une conversation téléphonique qu'il a avec Emmanuel Macron le 23 février à 21h où il est encore médusé, il sait qu'il y a des risques, mais il croit pas que la guerre va arriver. Et quelques heures plus tard, sa capitale, Kiev, se retrouve sous les bombes. Et il a dû faire un choix qui est donné à très peu d'hommes politiques dans un siècle.
il a décidé de rester et il a décidé d'incarner la résistance d'un peuple. Alors aujourd'hui, je vous parle depuis Kiev, la capitale ukrainienne. Le ciel est bleu, il est à peu près calme. Pas plus tard que hier, il y a des drones kamikazes qui sont passés pas très loin d'ici et qui sont venus s'écraser. La ville de Zaporizhia, à l'est du pays, a été bombardée aujourd'hui. L'armée ukrainienne se bat à peu près 10 heures de train d'ici contre l'armée russe. C'est un pays qui connaît la plus grande guerre depuis la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'est un pays qui résiste. C'est un pays où le peuple fait preuve d'une très très grande résilience. Et je crois que ce qu'on peut accorder à Volodymyr Zelensky, c'est qu'il a su se mettre à l'unisson de son pays. Et nous, la théorie que nous voulons défendre dans ce livre, que j'espère que vous allez découvrir avec plaisir, c'est que Volodymyr Zelensky n'est pas tant un héros, comme le dit la couverture du livre lorsqu'on écrit dans la tête d'un héros. Volodymyr Zelensky n'est un héros que parce que les Ukrainiens sont des héros. Ils ont décidé collectivement de résister, de faire face à une guerre d'anéantissement. Les Ukrainiens savent très très bien que si jamais ils perdent cette guerre, ils vont disparaître en tant qu'État et que peuple. Et Volodymyr Zelensky, en fait, n'avait pas d'autre choix. Il aurait pu partir en Italie, il a une villa là-bas, il a des appartements à Londres, mais il a fait un autre choix, il a fait le choix d'accompagner sa population et de se mettre à son service. Et pour le moment, sa population le lui rend plutôt bien. On en est quand même à 95% dans les sondages, donc je pense que beaucoup de chefs d'État aimeraient avoir de tels codes de popularité. L'aventure est loin d'être finie, la guerre continue, elle a des rebondissements tous les jours. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pour Volodymyr Zelensky lui-même. Est-ce qu'il restera président? Quand est-ce qu'il y aura des élections? On ne sait pas. La vie ici est très volatile. Mais en tout cas, je crois que c'est un personnage qui est très inspirant et surtout un peuple, l'Ukraine, les Ukrainiens, qui sont très inspirants. Et donc, Régis, Janté et moi, nous vous invitons à découvrir une partie de cette chronique ukrainienne qui a été écrite au printemps et on espère que vous aurez beaucoup de plaisir à lire ce livre.